Vous savez tous que, vous avez tous appris à l'école que le plus repousse le plus, le moins repousse le plus attire le moins. Quand deux noyaux chargés plus, on veut les forcer à être ensemble, les forces électromagnétiques cherchent à les repousser. Donc il faut vaincre ces forces. Il faut presser comme un dingo pour réussir à les forcer à rentrer ensemble. Et cette force qui les faisait les empêcher de se rencontrer se libère et devient de l'énergie dont on peut se servir, blablabla, etc. Très simple, finalement, théoriquement. On n'arrive pas. C'est très difficile. On se rend compte qu'il faut chauffer terriblement pour arriver à ça. Parce qu'en chauffant, les atomes ils partent dans tous les sens. Comme de l'eau qui bouge, vous voyez bien, ça bouge dans tous les sens. Donc en chauffant, on a une bonne chance que la densité est suffisante, on peut presser dessus suffisamment. Mais ça marche très lentement. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, ça coûte très cher. C'est très difficile. C'est quand même connoté plus ou moins militairement. La bombe atomique et la bombe H, elle n'est pas loin, donc c'est pas net. On ne se communique pas vraiment les résultats entre les différents pays. D'ailleurs, c'est très marrant de voir que les pays qui ont démarré les études de fusion, donc États-Unis, URSS, Grande-Bretagne, c'était les pays qui avaient la bombe. Enfin, on ne va pas dire quand même que c'est la bombe qui a fait la fusion. Et puis tout ça, ça progresse doucement, surtout qu'il y a en fait un empêchement majeur, c'est que ça intéresse personne, la fusion. Bah ouais, on a de l'énergie, en veux-tu, en voilà, avec l'énergie nucléaire, il n'y a pas besoin d'avoir de l'énergie supplémentaire, on a du pétrole, du gaz, bref, ça intéresse personne. Et on arrive en 1985. 85 avec, si je voulais dire, un panorama de qu'est-ce que c'est que la recherche en fusion. On a 3 méthodes différentes pour arriver à que ces noyaux se rencontrent. Les États-Unis développent des systèmes par laser, on presse, on force les noyaux à rentrer ensemble. Les Russes proposent des systèmes qu'on appelle de confinement magnétique. Dans un champ magnétique, c'est un peu compliqué. On chauffe du gaz et il finit avec le champ magnétique par réussir à se rencontrer. J'espère que ça marche. Une troisième approche est aussi par des aimants, surtout en Allemagne, pour essayer d'arriver à la fusion. On n'y est pas vraiment arrivé. Le record qu'on a en 1985, c'est un dixième de seconde. Allez, on va être gentil. Les Européens s'y sont mis un peu plus tard. En 91, ils ont toujours le record du monde, avec le jet en Angleterre, 0,5 secondes de plasma. C'est pas mal, hein, quand même. Qui consomme à peu près 80% plus d'énergie qu'on peut en récupérer. Mais non, mais c'est vrai, mais il ne faut pas rire, c'est vrai, c'est la science, hein, madame. Donc, on appelle ça le facteur Q. Vous voyez, quand il faut chauffer ce gaz, donc on le chauffe, il faut donc donner de la chaleur, de l'énergie. Si j'arrive à récupérer plus d'énergie que j'en mets, le facteur Q est égal à 1. Et j'ai obtenu ma fusion qui me donne de l'énergie. Le record du monde, 1991, 0,5 secondes, facteur Q égale 0,7. On n'est pas arrivé. Et on est en 85. 3 méthodes concurrentes, des problèmes technologiques. La fusion, c'est très chaud. Comment je fais pour récupérer la chaleur? C'est par des neutrons. Des neutrons, c'est des machins irradiants comme c'est pas possible. Hein. Il faut que je récupère l'énergie des neutrons dans un système où d'un côté, j'ai 100 millions de degrés, de l'autre côté, j'ai la température ambiante. On ne sait pas faire. Troisième chose, comment arriver à avoir assez de tritium, qui est un élément hyper rare sur Terre. Le stock d'aujourd'hui, on y reviendra, c'est environ 20 kilos de tritium. Et pour faire de la fusion électrique, entre guillemets, il faut à peu près 300 grammes par jour. 300 grammes, c'est rien, hein. Quand on a que 20 kilos sur Terre qui est disponible, ça fait pas mal. Donc 3 questions. Et puis 3 faits qui sont très décourageants. Personne n'y croit dans la fusion. Les gouvernements, ils ne donnent pas d'argent pour ce truc-là. On n'a aucune idée comment progresser. C'est très lent comme progrès. On est en 85, hein. Il y a quand même plus de 20 ans. Et ça fait quand même 30 ans que les gens cherchent. Pendant ce temps, le nucléaire, les centrales nucléaires poussent comme des champignons. C'est décourageant. 85, c'est le point de rupture. Alors, une petite histoire.
M. Reagan et M. Gorbatchev, Reagan fraîchement élu, Gorbatchev premier secrétaire de l'URSS, se rencontrent à Genève le 19 novembre 1985. Ils discutent, ils n'avaient rien à se dire, hein, ils s'étaient juste causé, bon ça va, c'est bon. Il fallait montrer au monde qu'il y avait une nouvelle entente entre l'Amérique et l'URSS. Alors on a parlé un petit peu de problèmes de réduction des armes nucléaires, un peu d'Afghanistan. Il n'était d'ailleurs pas prévu qu'il y ait de document final à cette réunion. Il n'y a pas eu de document final. Mais par contre, il y a eu une volonté. Gorbatchev, qui n'était pas la moitié d'un imbécile, a proposé à M. Reagan, pour manifester la nouvelle ère qui s'ouvrait, de trouver un projet qui serait pour le bien de l'humanité. On est en novembre 85. Et Gorbatchev, parce qu'il avait des conseillers qui n'étaient pas plus idiots que la moyenne, a dit, mais quelle plus belle image on aurait de quelque chose de commun entre deux anciens ennemis pour le bien de l'humanité que de prendre la mort pour en faire la vie. Travaillons donc ensemble sur la fusion nucléaire qui donnera une énergie illimitée au monde plus tard. Voilà un bel exemple. Le projet ITER était né. Mais on est en 85. Ensuite, les politiques ont dit aux scientifiques, bon maintenant, débrouillez-vous, il faut qu'on fasse un truc sur la fusion. Je saute les étapes, on arrive en 2003. Non, 2006. 21 ans après la décision, le projet enfin prend forme. Les Américains en sont sortis du projet, ils sont revenus. Les Chinois, ils sont arrivés, les Japonais aussi. Discussion politique pendant 20 ans. La science, mais tout le monde s'en fout maintenant. Les gouvernants avaient décidé, nous voulons un projet politique sur la fusion, et les scientifiques, ils disaient, mais on n'en a pas besoin, mais on ne sait pas quoi en faire. Mais il faut se mettre d'accord pour quelque chose. Et ils ont mis 21 ans. Et j'en suis enfin pas de la fusion, mais j'en suis un scientifique, je connais quand même un peu le milieu. On a mis 21 ans pour définir un projet qui était déjà accepté. C'est fantastique, non? L'utilité de ce projet, c'est dingue. On arrive en 2006, et là, on signe. Alors, évidemment, les discussions ont surtout porté sur combien ça coûte. Les pays qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont y faire, qu'est-ce qu'ils vont en retirer? Ce n'était pas la question de savoir où il faut le mettre, où est-ce qu'il est le mieux placé. Ça, on s'en fout. Cadarache a été choisi en négociation avec le Japon, qui a dit finalement, presque officiellement, c'est pas un secret, les Japonais ont dit, nous on n'y croit pas trop dans votre projet, mais par contre, si on vous laisse à Cadarache, nous on veut en échange 10 milliards d'euros pour faire un centre de recherche sur les matériaux. Ils l'ont eu, ils ont eu l'échange. C'était vraiment du donnant-donnant. Alors parlez-moi d'un projet scientifique, quand on fait du donnant-donnant politique, je ne sais pas ce que je fous là en tant que scientifique, franchement. Et puis 2006, on est dans le projet. 1985, il était estimé à ce qu'on appellerait aujourd'hui 2 milliards d'euros. 2006, discussion que politique. Pendant ça, la fusion n'a pas progressé d'un poil. Hein. On est toujours à 0,5 secondes. Toujours avec la perspective, dans 50 ans, il y aura du courant nucléaire. 2006, on y arrive. Jacques Chirac, enfin tout le monde signe l'agrément. Ce sera à Cadarache, c'est génial. Les pages web peuvent s'ouvrir. ITER, le soleil mis en bouteille. L'indépendance énergétique mondiale. Oui, non, ça va plus loin que ça. L'énergie illimitée, messieurs, dames. Le jour où vous avez quelqu'un qui vous dit, à partir de après-demain, parce que c'est pas demain, quelque chose sera illimité, je ne sais pas comment vous le considérez, moi j'appelle ça un escroc. Mais quand c'est un scientifique, on le croit. C'est pas honneur à ma profession, franchement. Bon. Donc je continue l'histoire, 2006, on fait le projet, on commence à le lancer. On ne sait toujours pas quoi faire. 2006, on est toujours à 3 approches possibles. Laser, confinement magnétique en Allemagne, ou magnétique par tokamak à ITER. On n'a pas progressé là-dessus. Comment extraire la chaleur de la fusion pour
réussir à faire du courant électrique, on n'a pas progressé d'un poil. Et puis, le problème du tritium, comment avoir assez de tritium pour faire la réaction, on n'a pas progressé d'un poil non plus. On est 21 ans après la décision de Gorbatchev et Reagan. Hein. On n'a pas progressé d'un poil. Tout le monde s'est dit, la solution c'est de faire ITER et puis on verra bien après. Non mais, il faut vous rendre compte que ITER, de ce point de vue, quand on appelle la soirée la grande illusion, c'est ça, on est dans l'illusion scientifique complète. Aujourd'hui, nous sommes en 2011. ITER n'est pas sorti de terre. Des solutions apparaissent. C'est-à-dire, on sait maintenant, ça sera un tokamak, champ magnétique intense, plasma de tritium. Heureusement, les Canadiens sont assez gentils pour nous prêter leur stock mondial de tritium. C'est leur contribution à ITER. Hein. Les Canadiens font du tritium jusqu'en 2025, après ils vont arrêter parce que c'est pas intéressant. On va prendre ce tritium-là, parce qu'il n'y en a pas sur Terre, ça ne se trouve pas dans une mine, ça n'existe pas. Donc ITER va utiliser le tritium du stock mondial pour réussir, on espère, si tout va bien, dans les années 2032, 2035, s'il démarre vraiment, à faire un plasma, une fusion, avec un Q supérieur à 1. Donc, je vais injecter 50 mégawatts, 50 millions de watts, c'est pas mal. Hein. C'est plus que Fukushima chauffait quand ils ont bousillé leur réacteur. C'est pas gentil ce que j'ai dit. Pour récupérer 500 mégawatts. Thermique. On fera pas un gramme de coin électrique avec, c'est un laboratoire de recherche. Ça, c'est l'espoir. 2032, peut-être qu'on va y arriver. Et pendant 400 secondes. Le but de l'ITER, c'est 400 secondes de plasma à Q supérieur à 1. On n'a pas fini d'en baver parce que le jour où il faudra faire du courant, c'est pas 400 secondes par jour qu'il faudra le faire. Enfin bon, ça c'est... Dites ça aux chercheurs, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas de leur faute. On leur donne du pognon, écoutez, on leur dit vous avez plein de pognon, vous avez tout ce qu'il vous faut. On est en train de faire chanter les députés européens en leur disant vous avez promis de payer, maintenant vous continuez à payer, il n'y a pas de discussion. Donc aujourd'hui on en est à 19 milliards pour ITER. Oui, 10 milliards, c'était une plaisanterie, une aimable plaisanterie. Et il n'a pas commencé à être construit. Hein. Donc on en est là. Et alors, ITER, ça n'est bien entendu que le problème de comment je peux avoir une fusion. Une fusion, est-ce que c'est possible pendant 400 secondes? Les autres questions, ITER ne va pas s'y adresser vraiment. Si, c'est pas vrai. ITER a un petit problème. Et on comptait sur les Japonais. ITER, c'est un aimant supraconducteur. Ça veut dire qu'il est à moins 269 degrés pour être supraconducteur. On sait faire. Hein. Le CERN, je vais souvent au CERN parce que je suis physicien là-bas, le CERN a le plus grand système supraconducteur du monde avec beaucoup d'aimants à moins 271 degrés. Très bien. Ça marche. On y reviendra, ça marche. Je ne vais pas parler normal de ma discipline quand même. De l'autre côté, moins de 270, de l'autre côté, c'est 150 millions de degrés pour démarrer cette fusion. Et puis on veut mettre un matériau isolant entre les deux, qui doit être isolant pour que les moins de 269 degrés n'aillent pas embêter les plus 150 millions de degrés, et l'inverse. Et un matériau qui doit être irradié continuellement par des neutrons de haute énergie. Là, je ne vais pas rentrer dans le physique parce que je n'ai pas de graphe à vous montrer, mais des neutrons de 13 MeV ça bousille n'importe quoi, en gros, c'est comme des obus qui rentrent dans un mur. Hein.